La présidentielle, c'est sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est candidat à l'investiture pour le parti Les Républicains. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Pourquoi pensez-vous pouvoir créer la surprise en vue du congrès Les Républicains ? Parce que je pense porter le projet de rupture le plus clair. La France est dans une situation d'immenses difficultés, en voie de déclin, accablée de dettes, assommée d'impôts, en proie au déficit public interne et externe. Des quartiers qui sont aujourd'hui devenus des zones de non-droit qui se multiplient. On l'a vu encore avec ce qui s'est passé dans des cités, à Argenteuil, à Marseille. Une immigration qui atteint des records dans l'histoire contemporaine, des régions entières qui sont fragilisées, une industrie qui a perdu la moitié de son potentiel, un système de santé affaibli. À vous entendre, il faudrait un miracle en réalité, et pas une éducation élection. Qui ne joue plus son rôle de transmettre les savoirs et les valeurs. Donc le temps du sursaut est venu. Et je crois, et je veux être le candidat qui coupe le robinet d'eau tiède. Seule la droite républicaine, je pense, peut engager ce sursaut. Pour autant, et c'est la condition indispensable, qu'elle ose la droite, qu'elle ait un projet de fort et de rupture. Dans les mots aussi, Éric Ciotti, c'est important, les mots, ça pose le diagnostic. Vous martelez que vous êtes le candidat de la clarté. Est-ce que vous estimez être le seul porteur ou la seule incarnation de ce parler vrai, comme on dit ? Quand je parle de clarté, c'est aussi clarté des alliances. Je suis le seul dans ce congrès à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. J'ai voté blanc lors de ce second tour. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas confiance dans un président qui avait émis autant de critiques sur notre pays, sur son histoire, sur son absence de culture, qui a rejeté autant le modèle républicain de la France. Emmanuel Macron a promu lors de sa campagne, et il a confirmé pendant sa présidence, un modèle multiculturel où il a laissé développer le communautarisme sans le combattre au-delà des mots. Donc c'est pour ça que j'ai eu cet acte de défiance, et aujourd'hui je pose en effet cette clarté. On ne peut pas dresser un constat de vérité comme je le fais ou comme mes amis le font, et après finalement dire oui mais au final on va se retrouver. Non, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pour ça que je pose cette ligne de clarté, c'est la différence. Et aussi, c'est la différence problème, avec qui ? Je crois que, je le dis, je suis le seul. Je sais bien, mais vous me dites c'est la différence. Je suis le seul à avoir été au Trocadéro pour défendre derrière François Fillon l'idée d'une droite réformatrice. Je pense aussi assumer pleinement un projet libéral, un projet de réduction des dépenses et des impôts. C'est là, les différences, elles sont là. Restons sur les mots. Est-ce que le parler vrai, par exemple, Éric Ciotti, sur la responsabilité après les attentats du 13 novembre, vous n'avez pas dénoncé ce qu'a dit Éric Zemmour sur la responsabilité en particulier de François Hollande, au-delà de ceux qui s'indignent. Est-ce que vous pensez que beaucoup de vos militants, et même plus largement de Français, pensent cela ? Naturellement, quand il y a une responsabilité collective des dirigeants français de l'époque, des dirigeants européens aussi, d'avoir laissé, avec une naïveté incroyable, laisser rentrer des flux migratoires massifs en 2015 en Europe sans aucun contrôle. Nous l'avions dit à l'époque, je l'avais dit, l'ouverture généralisée des frontières fut une erreur tragique. Mais une fois qu'on dit responsabilité, quelle est la suite ? Est-ce qu'il faut mettre les gens face à leur responsabilité ? La justice est naturellement fait son travail, il y a ce procès, il y a des responsabilités, mais il y a aussi une responsabilité politique. Quand on fait le choix d'ouvrir les frontières, de ne pas les contrôler, d'abolir les frontières avec je le redis, une naïveté déconcertante, eh bien, on en paye le prix. Et ça, on a le droit, et je l'assume, je le revendique, de le dire politiquement. Vous assumez de dire aussi d'autres expressions ou formules qui ont interpellé hier lors de votre débat pour lutter contre les zones de non-droit ou alors les zones d'un autre droit. Éric Ciotti, vous dites, quoi qu'il en coûte, sécuritaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce qui pourrait en coûter si votre méthode est appliquée ?
Des tensions, naturellement. Il faut reprendre en main les cités qui ont échappé à la République. Aujourd'hui, il y a des territoires où les lois de la République ne s'appliquent plus. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Où les policiers ne peuvent plus aller, où des pompiers sont obligés d'être escortés. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra reconquérir de façon forte en rétablissant l'autorité. Il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir des conséquences, des tensions. On dirait que vous parlez de dommages collatéraux. Il peut y avoir des dégâts sur notre sol, Valérie Pécresse, dans nos territoires. C'était une nuance hier avec elle, nous dit attention, on ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéo parce qu'il risque d'y avoir des émeutes dans les banlieues. Nicolas Sarkozy avait assumé, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, pendant plus d'un mois, ce bras de fer entre la République et ceux qui défient la République. À un moment, il faudra y aller. Mais pour quel résultat ? Je propose même qu'on mobilise, s'il le faut, pour tenir face aux narcotrafiquants qui nous défient, face aux islamistes, et ce sont souvent les mêmes qui tiennent ces quartiers, le fait que la République soit de retour. Mais est-ce qu'elle passe aussi par l'armée ? C'est une vraie question, Éric Ciotti. Certains disent, même les responsables à l'intérieur de l'armée ou de la police, ce n'est pas son métier. À chacun son métier. Entre la police et l'armée n'est pas là pour le maintien de l'ordre, pour contrôler des quartiers dans notre propre pays. Vous avez vu que ma proposition a été reprise hier soir. Ce que je dis, c'est aujourd'hui, on a des militaires, plusieurs milliers, c'est monté jusqu'à 20 000, qui ont été mobilisés dans l'opération Sentinelle pour nous protéger du terrorisme islamiste, pour protéger des lieux, des synagogues, des établissements qui sont menacés, pour patrouiller dans nos aéroports, dans nos gares. Donc l'armée est déjà mobilisée, je le dis à ceux qui contestent ce principe. Donc demain, il faudra qu'il y ait une mobilisation générale. Vous me dites, le quoi qu'il en coûte sécuritaire aura des conséquences, bien sûr, mais à un moment, dans ce combat, dans ceux qui lancent ce défi à la République, nous n'avons pas d'autre choix que de le gagner, de faire en sorte que le droit, la justice, l'ordre soient des valeurs qui soient réhabilitées. Et à un moment, il faudra donner un grand coup de pied dans la fourmilière de ces délinquants. Au-delà des mots, je vois le ministre de l'Intérieur qui hier soir tenait encore la même communication en faisant tourner les mêmes policiers. Dès qu'il se déplace, il annonce des effectifs supplémentaires. Les effectifs supplémentaires, ce sont les mêmes. Ce sont les compagnies mobiles de sécurité ou les CRS ou les gendarmes. Donc c'est facile, c'est leur rôle de se déplacer. C'est une communication électorale qui est totalement ridicule. Vous avez parlé, Éric Ciotti, de droit tout à l'heure. Dans votre programme, vous souhaitez mettre fin au droit du sol. Mais en quoi est-ce une garantie pour avoir une plus grande adhésion à la France et à ses valeurs ? Moi, je crois qu'on ne peut pas devenir français par hasard. Je crois que la nationalité, elle doit se mériter. Alors, naturellement, quand on Juste une parenthèse, vous pensez qu'obtenir la naturalisation, c'est facile aujourd'hui en France ? Oui, c'est facile. Vraiment ? Oui, c'est facile. Vous avez des expériences autour de vous ? Parce que facile, d'abord, on peut vous faire part d'expériences personnelles ou c'est très long, monsieur Ciotti ? Oui, mais paradoxalement, ça dépend pour quelle personne. Moi, je dis, il faut rallonger le délai et puis il faut vérifier l'adhésion de ceux qui se demandent la nationalité. Donc, c'est noble d'obtenir la nationalité française, aux valeurs de la République, qu'ils aient naturellement une connaissance parfaite de notre langue, qu'ils adhèrent. Il y a déjà un test de langue qui est prévu. Il est symbolique. Voilà, il faut le densifier. Il faut vérifier ce parcours et puis la filiation, revenir à l'esprit finalement du Code civil. Donc devoir d'acquisition de la nationalité. Parce qu'on a 2 parents français, c'est l'assurance qu'on aime la France et qu'on adhère à ses valeurs. C'est cela que je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr que non, mais il ne vous a pas échappé que j'ai un projet global. Ça fait partie d'une de ces mesures pour que l'on retrouve la fierté de l'identité française. Je propose également qu'on arrête massivement cette immigration qui aujourd'hui n'est plus assimilable parce qu'elle est trop nombreuse. Non, mais je parle de l'assimilation. Tout est lié. Oui, mais l'immigration. Tout est lié. Mais le plus dur, reconnaissez-le, c'est les Français qui sont ici. Ils sont français. C'est comment les assimiler ou les intégrer. Je souhaite que tous ceux qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers,
adhère totalement aux valeurs de la République. Donc il y a un volet pour la nationalité. On a doublé le nombre de naturalisations depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Ça a été surtout sous le quinquennat. 15 ans. Ça a été surtout sous le quinquennat de François Hollande. Oui, bien sûr, mais oui, en l'espace de 15 ans, disons-le. C'est 50 000 de plus chaque année. Donc on ne peut pas devenir français par hasard. On doit devenir français par adhésion. On doit faire la preuve de l'amour de la France. C'est ce que je veux proposer. Et puis après, c'est la même chose pour ceux qui sont étrangers, qui veulent venir en France. Moi, je réclame le permis à points migratoire. Un peu sur les mêmes critères. La vérification de sa capacité à aimer, à comprendre, à respecter notre pays. Qui vient enlever un point en sondant finalement les cœurs et les reins pour savoir si vous aimez ou pas la France? Ce sera l'administration du ministère de l'Intérieur. C'est pas facile de juger sur une adhésion aux valeurs. Parfois, c'est un peu subjectif. Bien sûr, mais si on s'en donne pas la volonté, on ne le fera pas. Aujourd'hui, on accorde des titres de séjour de façon quasi automatique. On les a même portés à 10 ans pour simplifier les choses, sans plus vérifier qu'au bout d'un an, on n'a pas commis un délit, on n'a pas pratiqué tenu des propos qui sont contraires aux valeurs de la République. Je crois que ce qu'il faut inverser en matière d'immigration, on en a beaucoup parlé hier soir. Justement, dans le débat. Je voudrais en venir à d'autres sujets. Allez-y, je vous en prie alors. Je voulais dire qu'il n'y a pas un droit à l'immigration. Voilà. La France a le droit de choisir qui elle peut et qui elle veut surtout accueillir. La fracture principale aussi dans notre pays, c'est celle des soins. On en parle beaucoup en ce moment. La crise sanitaire n'est pas terminée. L'hôpital sort exsangue de cette crise. Vous, Président, est-ce que vous vous engagez à ouvrir des lits? Et si oui, combien? Bien sûr, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a indiqué, c'est contesté par le ministre de la Santé, mais c'est un fait, tous les médecins avec lesquels je travaille, je m'entretiens, le confirme. 20% des lits dans les hôpitaux aujourd'hui ne fonctionnent plus, sont fermés. Et on joue sur les mots. On nous dit ils ne sont pas fermés administrativement, mais ils ne sont plus opérationnels parce qu'il n'y a plus suffisamment d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins, d'aides-soignants. Donc il faut aujourd'hui mettre un terme à cette aberration qui fait que dans les 1 100 000 agents de la fonction publique hospitalière, et on a des dépenses de santé qui sont parmi les plus élevées d'Europe. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Il y a 34% d'agents administratifs au sein du système de santé français. Donc moi je propose, dans ma politique globale de réduction des fonctionnaires, qu'il y ait moins d'agents administratif, mais qu'il y ait plus de soignants. Donc il faut arrêter avec ces politiques où on a mis une pénurie sur le recrutement, sur la formation des médecins, des infirmiers, et il faut réarmer notre système de santé. Deuxième méthode, travaillons plus avec le privé, parce que le secteur hospitalier privé, il coûte moins et il a des résultats tout aussi, peut-être mieux performant. Donc il faut qu'il y ait ce lien. Il n'y a pas eu ce lien, notamment dans la crise sanitaire. Vous voulez vous attaquer à la surfiscalité qui asphyxie, dites-vous, beaucoup de Français qui nous écoutent, qui travaillent et qui ont travaillé toute leur vie. Suppression totale de l'impôt sur les successions en dessous de 5 millions d'euros de patrimoine, autrement dit quasiment beaucoup de Français en tous les cas. Baisse générale de l'impôt sur le revenu avec un taux unique pour tous les ménages de 15%. On va en parler dans quelques instants avec Dimitri Pavlenko et Mathieu Bocoté. Mais en quoi, Monsieur Ciotti, cette suppression totale de l'impôt sur les successions serait-elle une garantie de croissance retrouvée et in fine de pouvoir d'achat? Aujourd'hui, nous sommes le pays au monde qui paye le plus d'impôts et de charges. On a vu les pays qui se sont engagés massivement dans la baisse des impôts, les États-Unis, sous la présidence Trump, combien il y a eu un effet immédiat sur la croissance, sur la création de richesses et d'emplois. Moi, je veux qu'on promeuve un nouveau moteur de croissance. Et je suis profondément convaincu, parce que je suis de droite, parce que je suis libéral, qu'il faut baisser les impôts et que le puissant et le premier moteur d'une relance efficace et qui ne soit pas prise dans des dépenses publiques qu'un jour il faudra rembourser, parce que plus de dépenses publiques, c'est demain plus de dettes et c'est demain plus d'impôts, vient de cette baisse des impôts. Donc je promeux un contre-choc fiscal. Vous avez parlé de mes propositions, il y en a d'autres. La fin des droits de succession, mais aussi des droits de donation. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 5 700 milliards d'épargne financière dans les comptes des Français. Si on favorise la circulation
répartition de ce capital, notamment vers les jeunes, là, on générera un puissant plan de relance qui sera financé par l'argent privé et non plus par de l'argent public. Contre-choc, Il donc, faut inverser fiscal. les logiques. Éric Mais Ciotti. aussi une aide pour les On va continuer à en propriétaires. parler parce qu'on va marquer Je vous en une prie. pause. Je vous remercie et c'est évidemment l'entretien qui se poursuit avec On a Dimitri encore- Pavlenko. Nous avons encore Dimitri. une demi-heure, Eh oui. Éric Ciotti, C'est formidable. pour débattre C'est de vos formidable. propositions.